Al24 News, bienvenue pour votre édition de l'information du jour. Sans plus tarder, voici vos titres. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons sur l'échec de la stratégie de l'organisation terroriste MAC visant à isoler électoralement la Kabylie. Des membres de l'organisation terroriste reconnaissent le rôle et le soutien du Marzen pour déstabiliser l'Algérie. Dans le cadre des travaux de la 14e édition de l'Université d'été des cadres du Front Polisario et de l'État sahraoui, plusieurs conférenciers ont animé dimanche des interventions axées sur la communication stratégique et la sécurité informationnelle. Objectif, rester vigilant face aux campagnes de désinformation du Marzen. Les autorités marocaines ont expulsé les équipes de l'agence de presse espagnole et de la télévision publique espagnole TVE de la ville frontalière de Fnidr, alors qu'elles couvraient la crise migratoire majeure à la frontière au moment où le Maroc est accusé d'être derrière cet exode massif. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a officiellement appelé un soutien accru de l'UNESCO pour protéger les sites culturels du pays contre les frappes répétées imputées à la Russie. Un avion de combat espagnol F-18 a abattu un drone présumé russe ayant violé l'espace aérien de la Roumanie dimanche. L'appareil a été intercepté par une patrouille de l'OTAN après être rentré sur le territoire roumain depuis la Moldavie. Comme révélé au tout début de notre rendez-vous, un film documentaire diffusé samedi soir par la télévision publique algérienne a révélé les détails d'un grave complot terroriste. Ce dernier viserait à perturber le bon déroulement des élections législatives qui se sont tenues le 2 juillet dernier. Le plan était orchestré par un groupe criminel composé de 6 individus affiliés à l'organisation terroriste MAC, dont 4 ressortissants marocains résidant illégalement dans la wilaya de Tizi Ouzou, dans le nord du pays. Le documentaire intitulé L'organisation terroriste MAC, un nouvel échec de son agenda subversif, a diffusé les aveux confondants des personnes impliquées. Ces dernières recevaient leurs ordres et instructions directement depuis la France via des dirigeants de cette entité terroriste. À leur tête, Farhat Ma'ani. L'objectif recherché était d'impacter le taux de participation électorale en Kabylie en relayant sur les réseaux sociaux des appels subversifs au boycott du scrutin législatif. Nous avons reçu des instructions de la part des membres du MAC, notamment Farhat Mehani, qui appelait au boycott des élections de manière générale dans la région de Kabylie. Il véhiculait notamment l'idée que les élections ne servaient absolument pas les intérêts de la Kabylie. J'écoutais les discours et je regardais les vidéos de Farhat Mehani et d'autres personnes. C'est ce qui m'a influencé au point que j'ai commencé à republier leurs publications sur Facebook. Je suis entré en Algérie de manière illégale. Lorsque nous terminions notre travail, nous nous asseyions et écoutions ces directs. Il parlait avec des Marocains et des Français. Il évoquait les élections et la nécessité de les boycotter, estimant qu'elles ne nous représentaient pas. Il avait des contacts étroits avec des personnes établies en France et était au courant de tout ce qui s'y passait. Je suis venu ici dans la région de Tizi Ouzou chez Mohamed Al-Hor que je connaissais et avec qui j'ai donc pris contact. Nous nous réunissions avec Hakim Hamama et Khaled Zouhairi. Ils s'installaient dans la chambre et discutaient avec des membres du MAC en France dans le but d'influencer les élections en Algérie. Lorsque je suis arrivé en Algérie, j'ai trouvé sur Facebook une personne qui cherchait quelqu'un pour travailler avec elle. Je l'ai contactée, elle m'a envoyé son numéro et je l'ai appelée. Je suis ensuite venu la rejoindre à Tizi Ouzou. Il faisait des directs avec un groupe de personnes établies en France qui étaient affiliées au MAC dans le but d'appeler au boycott des élections et à la séparation de la Kabylie. Nous discutions avec lui
de ce genre de sujet. Le film documentaire a révélé dans la foulée les rouages du double jeu du Merzen qui est allé jusqu'à abriter sur son territoire des cellules criminelles affiliées à l'organisation terroriste MAC. Les aveux de personnes impliquées du réseau criminel lié à cette organisation confirmaient que le régime du Merzen fournissait un soutien financier et logistique afin de faciliter le passage clandestin des militants de l'organisation terroriste en provenance d'Algérie vers l'Europe via la ville de Melilla sous souveraineté espagnole, et ce dans le cadre de plans visant à porter atteinte à l'unité nationale de l'Algérie. Les militants du MAC en Algérie aidaient les membres et militants du mouvement à l'étranger, notamment en collectant de l'argent à travers des cagnottes et en les aidant à se déplacer de l'Algérie vers le Maroc, puis du Maroc vers d'autres destinations. Les membres du MAC installés au Maroc, notamment Karim Fatah, avec qui j'étais en contact, me disaient qu'il disposait d'un refuge au Maroc. Ils y étaient totalement à l'aise pour publier et poursuivre leurs activités au sein du MAC depuis le Maroc et pour s'en prendre au gouvernement algérien depuis le Maroc. Les membres du MAC qui vivent en France et au Canada organisent des cagnottes en notre faveur afin de nous permettre de sortir du pays de manière illégale. Lorsque nous sommes arrivés au Maroc, nous avons passé quelques temps dans une région appelée Nador. Nous y sommes restés dans un premier temps pendant près de 2 mois. Nous cherchions comment rejoindre un endroit qui ressemble à une île. À notre arrivée au Maroc, nous avions une cellule composée de 3 personnes, moi, Jamal Azzaïm et Zergag El Hadi. Axel Belabassi venait régulièrement au Maroc. Nous avons repris nos activités et recommencé à publier ces publications. Au Maroc, personne ne s'intéressait à ce que nous faisions ni à nos activités. Les gens se comportaient normalement avec nous et le Merzen nous soutenait dans les activités que nous menions au Maroc. Les membres du MAC se rendent au Maroc pour y trouver un environnement plus favorable. Certains partent ensuite vers l'Europe, tandis que d'autres restent au Maroc lorsqu'ils trouvent les conditions et les groupes qui les aident à mener leurs activités. Des Marocains complices de l'organisation terroriste MAC dans ses plans subversifs présents et illégalement en Algérie ont déclaré avoir fui l'oppression du régime marocain, évoquant des conditions socio-économiques difficiles ainsi qu'une restriction croissante des libertés, ce qui les a poussés à quitter le Maroc pour chercher un refuge hors des frontières du royaume. Ce qui m'a poussé à venir en Algérie, c'est l'absence de travail au Maroc. Il y a également des abus et des injustices à l'égard des citoyens. Il n'y a pratiquement pas de classe moyenne au Maroc. Il y a les plus aisés et les plus démunis qui vivent dans des conditions très difficiles. C'est ce qui nous a poussé à fuir vers l'Algérie. الأوضاع في المغرب شوف احنا عندنا فئة لاباس بها وفئة الأرض. Au Maroc, il y a une catégorie de personnes qui vit relativement bien et une autre qui vit dans une extrême pauvreté. La classe moyenne est très réduite. Ce qui m'a emmené ici, c'est la pauvreté. L'Algérie a été notre refuge et nous a beaucoup aidés. Elle m'a aidé moi ainsi que mes parents. Et je n'oublierai jamais ce qu'elle a fait pour nous. Je suis entré en Algérie de manière illégale. J'ai été arrêté à Nama et condamné à 2 mois de prison. J'ai passé 1 mois et 20 jours en détention avant d'être libéré. J'ai ensuite été reconduit au Maroc, mais je suis revenu en Algérie de manière illégale. Nous sommes dans une situation très difficile au Maroc. Je suis donc venu en Algérie et j'y ai travaillé dans plusieurs wilayas du pays. Au Maroc, il y a des injustices, il n'y a pas de travail et la vie est difficile. Ici en Algérie, je travaille, Dieu merci.
L'État marocain fait subir beaucoup d'injustices à son peuple. Il ne se soucie pas de sa population. Si vous avez de l'argent, vous pouvez manger. Et si vous n'en avez pas, vous ne mangez pas. Il faut travailler, mais il n'y a pas de travail. Même lorsque vous trouvez un emploi pendant une semaine, vous pouvez ensuite rester 2 mois sans travailler. On ne peut pas y vivre. Il faut quitter le pays pour pouvoir subvenir à ses besoins. Il y a de l'injustice et de la répression. Vous ne pouvez pas revendiquer vos droits. Si vous osez les réclamer, vous êtes immédiatement envoyé en prison. Vous n'avez aucun droit là-bas qui vous permet de vivre dignement dans votre propre pays. يدوك بحبس ديريك تما ما عندكش حقوق تاعك باش كيما نقولوا باش تنجم تعيش في بلادك حر كاش هادي. Autre sujet, le groupement régional de la gendarmerie nationale de Constantine, relevant de la 5e région militaire, a réussi à interpeller 2 individus et à saisir près d'1 demi-million de comprimés psychotropes. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale publié ce dimanche, la marchandise prohibée était minutieusement dissimulée dans les cavités d'un camion semi-remorque. 3 véhicules de tourisme ont également été saisis au cours de cette opération. C'est un groupe de 578 enfants de la communauté nationale résidant à l'étranger qui est arrivé dimanche en Algérie pour participer à la 3e édition du programme national des colonies de vacances pour l'année 2026. Cette initiative vise à renforcer les liens des enfants de la diaspora avec leur mère patrie. Nous accueillons aujourd'hui, dans le cadre de la poursuite de la session dédiée aux enfants de la communauté nationale établie à l'étranger, la 3e session du programme des colonies de vacances réservée par le président de la République à cette catégorie de notre communauté à l'étranger. Cette 3e session permettra ainsi de compléter l'effectif global prévu, estimé à 2000 jeunes. Nous accueillons aujourd'hui près de 578 enfants, encadrants et accompagnateurs compris, qui bénéficieront de cette 3e session dans 5 centres dédiés à cet effet, situés dans la wilaya de Béjaïa, Jijel, Alger, Boumerdas et Oran. Dans le cadre des travaux de la 14e édition de l'Université d'été des cadres du Front Polisario et de l'État sahraoui, le programme de ce dimanche a inclus une conférence intitulée « Les médias face à la guerre psychologique stratégique pour fortifier le front intérieur et faire échouer les infiltrations de l'ennemi ». La conférence a passé en revue les méthodes de guerre psychologique et de propagande marocaine ciblant la cause sahraoui. Elle a notamment mis en avant les campagnes médiatiques, la diffusion de fausses informations ainsi que les tentatives de discrédit des institutions et des dirigeants, dénonçant le ciblage de l'identité nationale, l'exacerbation des divisions internes, ainsi que l'utilisation des réseaux sociaux, de comptes fictifs et de contenus visuels fabriqués de toutes pièces. Et puis cette information en titre, le régime marocain a expulsé samedi l'équipe de journalistes de la télévision publique espagnole TVE et de l'agence de presse espagnole de la ville de Fniderq alors qu'elle couvrait les tentatives de migration irrégulière vers la ville de Ceuta ainsi que la situation sociale aux abords de la frontière entre les 2 pays, suscitant de vives condamnations de cette atteinte à la liberté de la presse. Des observateurs n'excluent pas que cette décision soit liée à la colère du Merzen face à la couverture par les médias espagnols de la fuite collective de dizaines de milliers de Marocains vers Ceuta à la fin du mois de juillet dernier, et surtout la mise en lumière de l'implication du Merzen dans l'afflux de migrants irréguliers vers la ville dans une tentative de faire pression sur Madrid et l'Union européenne. L'expulsion de nos professionnels de Fniderq constitue un obstacle extrêmement grave à la liberté de la presse et au droit d'accès à l'information. L'engagement des professionnels de la RTVE à fournir une couverture honnête, objective et de terrain des événements liés à la migration ne peut être soumis à des décisions arbitraires empêchant de montrer la réalité. La restriction de l'accès aux zones où se déroulent les événements porte directement atteinte à la transparence internationale.
De son côté, l'agence espagnole a condamné l'expulsion de ses journalistes et de ceux de la télévision, de la télévision espagnole TVE du Maroc sur ordre des autorités marocaines. La menace de retrait des accréditations et du matériel professionnel pour contraindre les journalistes à quitter leurs hôtels sans fournir aucune justification officielle constitue une attaque directe contre la liberté d'exercer leur profession et contre le droit des citoyens à accéder à une information fiable. Le fait d'empêcher la presse espagnole d'être présente sur le terrain restreint arbitrairement sa capacité à fournir un récit indépendant et fiable des événements. Dossier Palestine, les équipes du Croissant Rouge ont retrouvé dimanche le corps d'un adolescent tombé en martyr suite à des tirs des forces d'occupation sionistes à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, a rapporté l'agence de presse Wafa. L'enfant âgé de 14 ans avait été blessé samedi soir dans la rue El Tina, selon Wafa toujours. Des sources médicales ont indiqué que 3 Palestiniens avaient été blessés par des tirs des forces sionistes qui ont pris pour cible effectivement des tentes de personnes déplacées à El Mawazi. Dans l'enclave palestinienne, Hind Khoudari, une journaliste de profession qui a fait sa reconversion en ouvrant un café aux abords de la ville de Razaville pour retrouver le lieu qu'elle a toujours aimé, un emplacement qui se veut un havre de paix face au traumatisme du quotidien. Il offre aux habitants un espace sécurisé, espérons-le, pour se rassembler et s'exprimer librement. Une initiative essentielle pour restaurer le lien social et la normalité au cœur de la crise. Souila Kilal. Entouré d'immeubles en ruine et d'un camp de tentes de fortune, un nouveau café a ouvert depuis quelques jours à Gaza. Ash-Shati, ou la plage en français, est le nouveau havre de paix en vogue dans l'enclave palestinienne. Tel une oasis au milieu du désert, le café de Hind Khoudari est venu insuffler la vie dans ce territoire décimé par presque 3 années de génocide sioniste. J'ai commencé il y a un peu plus d'une semaine. J'ai décidé d'ouvrir ce projet simplement parce que le Gaza que j'aime et dont nous avons été privés pendant ces années de génocide me manquait. Ouvrir un café en bord de mer dans une enclave complètement détruite et toujours sous siège sioniste demande beaucoup de courage. Les défis auxquels a fait face Hind Khoudari auraient pu en décourager plus d'un, mais c'était sans compter sur la volonté et l'abnégation de la jeune palestinienne. Tout était un véritable défi, même l'acheminement de l'électricité ou de l'eau jusqu'au café. C'était un défi quotidien, très coûteux et difficile. Mais en même temps, nous déployons beaucoup d'efforts pour essayer de fournir même un petit service à la population. Journaliste de profession, Hind considère son projet comme un aboutissement. Une revanche sur la vie, elle qui a vu nombre de ses collègues mourir sous les bombes sionistes. Ash-Shati représente pour elle et pour tous les Gazaouis une échappatoire, l'élan d'un nouveau départ. Il se peut que les gens m'aiment, ou peut-être que mon entourage souhaite me soutenir autrement, car ils ont vu à quel point j'étais épuisée pendant le génocide. Ils ont compris que je méritais une pause, un peu de recul par rapport au journalisme. Même si je n'en suis pas très loin, une petite pause s'imposait. Voir toutes ces familles attablées à un café en bord de mer, respirer et prendre le temps de se détendre n'est qu'une preuve de plus de la force du peuple palestinien que rien n'arrive à faire capituler, même pas le génocide sioniste. Un peuple qui aspire à la vie et qui sait rester fort face à l'adversité. Dans notre dossier conflit en Ukraine, une vidéo publiée dimanche sur les réseaux sociaux montre un épais nuage de fumée noire s'élevant d'un entrepôt Wildberries en feu à Koldino, dans la région de Moscou, en Russie. Reuters a confirmé la localisation de l'incident. Wildberries a confirmé dans un communiqué qu'un incendie s'était déclaré dans son centre logistique de Koldino après de frappes aériennes de dimanche. Le satellite FERMS de la NASA a détecté une activité thermique dans la zone dimanche matin. Aucune version antérieure au 16 août n'a été trouvée en ligne.
Le centre commercial Galatika, situé dans la ville de Donetsk, a été frappé, ravagé par un incendie massif dans la nuit du 14 août suite à une attaque de drones ukrainiens. Il s'agit de la troisième infrastructure de cette même enseigne commerciale touchée en l'espace d'une semaine dans les zones russes dans cette région. Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir pris le contrôle de 2 nouvelles localités dans l'est de l'Ukraine et avoir abattu des centaines de drones au cours des dernières 24 heures. Selon un communiqué publié dimanche par le ministère, les forces armées russes ont pris le contrôle des localités de Kodievka dans la région de Kharkiv et de Percho-Mariavka dans la région de Donetsk. Le communiqué indique également l'interception de 1478 drones ukrainiens. S'exprimant lors d'une cérémonie marquant le 975e anniversaire de la Laure des grottes de Kiev, également connue sous le nom de monastère des grottes de Kiev, Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine avait besoin d'une plus grande attention internationale, d'une protection accrue et de possibilités de restauration pour ces sites culturels. Le directeur général de l'UNESCO, Khaled El-Inani, lors de sa première visite officielle en Ukraine, a visité le monastère et a réaffirmé l'engagement de l'organisation à protéger, à restaurer ce site du patrimoine mondial endommagé lors d'une présumée frappe russe en juin 2026. Nous avons besoin d'une coopération accrue avec l'UNESCO et d'autres institutions internationales qui protègent l'humanité et la culture. Davantage de sanctuaires ukrainiens méritent d'être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et de bénéficier de l'attention, de la protection et des possibilités de restauration qui leur sont propres. Incident, un avion de combat espagnol F-18 opérant sous commandement de l'OTAN a abattu un drone de provenance suspecte ce dimanche à l'aube dans l'espace aérien roumain, détecté après avoir traversé la frontière moldave. L'appareil non identifié a été intercepté à 5h01, heure locale, à environ 24 km au nord de Galatie. Cet incident majeur marque déjà la 4e interception de ce type sur le territoire de la Roumanie depuis le début de l'année en cours. Cette nouvelle incursion illustre une fois de plus le risque permanent de débordement du conflit ukrainien sur les pays voisins du flanc oriental. Les services de lutte contre les incendies en Belgique continuent de s'activer pour maîtriser le plus important feu de forêt qu'ait connu le pays, alors que les craintes grandissent face à la progression des flammes à proximité de la frontière allemande. Déclaré depuis vendredi, l'incendie ravage la région des Hautes-Fagnes. Des pompiers venus de toute la Belgique ainsi que des pays voisins, l'Allemagne et le Luxembourg, unissent leurs forces pour le circonscrire, soutenus par l'armée et des agriculteurs locaux. Les efforts des secours se concentrent actuellement sur les lisières du feu qui progressent vers l'Allemagne, tandis que les autorités ont officiellement recommandé aux habitants des zones frontalières d'évacuer les lieux. Les pompiers espagnols ont travaillé toute la nuit pour lutter contre d'importants feux de forêt dans différentes parties du pays. Dans la province andalouse de Huelva, au sud du pays, les équipes de secours ont lutté contre un incendie qui faisait rage depuis 10 jours. Le président de la région, Juan Manuel Moreno, a déclaré dimanche matin que le feu était maîtrisé. L'incendie a ravagé plus de 38 000 hectares, incendie que le président de la région a décrit comme étant le plus violent auquel il assiste en tant que chef du gouvernement. Et puis ce drame en Hongrie, un bus immatriculé en Pologne s'est renversé dans la nuit sur une autoroute, faisant au moins 12 morts et une dizaine de blessés graves, a annoncé dimanche le Premier ministre hongrois sur les réseaux sociaux. Le bus qui circulait de Serbie vers la Pologne et transportait 57 passagers et 2 conducteurs a quitté la chaussée, a fini sa course dans un fossé et s'est immobilisé sur le flanc, a annoncé l'Office national chargé de la gestion des catastrophes dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.
Au moins 53 personnes sont mortes et environ 5000 autres ont été évacuées après qu'un tremblement de terre de magnitude de 7,7 a frappé une zone de l'est de l'Indonésie samedi, a déclaré dimanche l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Ce séisme, suivi de quelques 341 répliques, est le plus violent qu'ait connu ce pays d'Asie du Sud-Est depuis des années. Des centaines de personnes avaient péri lors du tremblement de terre de 2022 à Java Ouest. Un mot de sport pour finir et évoquer le magnifique exploit réalisé par les joueuses de la sélection algérienne de football qui ont décroché le bronze samedi soir en s'imposant après séance de tir au but face au Maroc. 3-2 dans un match pour désigner les lauréates de la 3e place de ce tournoi majeur du continent africain. Les Algériennes reviennent de loin après une égalisation à la toute fin de la rencontre alors qu'elles étaient menées à 1-0. Cette 3e place vient récompenser la remobilisation du groupe après la déception de l'élimination en demi-finale et constitue la première médaille de l'histoire de l'Algérie dans une CAN féminine. Les Algériennes seront présentes naturellement mondial brésilien prévu en 2027. Et c'est la fin du JT du 19h et dans quelques minutes on se retrouve pour l'échiquier international.